Bonsoir à tous, bienvenue, bienvenue avec un petit peu de retard. Pardon, je crois qu'on ne vous avait pas habitué jusque-là à un peu de retard et à ce titre, on s'en excuse platement et je dirais même que c'est entièrement de ma faute. Bon, c'est pas une manière de se dire bonsoir, alors rentrons directement dans le vif du sujet. Bienvenue, je le disais, dans cette nouvelle petite leçon de ville, quatrième du cycle 10 ans pour tout changer. Je rappelle qu'il s'agit de la 10e saison de Petites leçons de ville du CIE de Paris. Saison durant laquelle nous interrogeons la façon dont la ville peut s'adapter aux mutations environnementales qui nous préoccupent. Mais pour l'heure, ce qui nous concerne, c'est la question de la production locale, pour être précis. Une question liée, mais pas totalement confondue, on va en parler, avec celle du circuit court. Une question surtout qui intéresse de plus en plus de monde, de plus en plus de consommateurs, de plus en plus de producteurs aussi, producteurs de fruits et légumes, évidemment, mais pas seulement. Nous l'illustrerons tout à l'heure en fin de petite leçon. Comme d'habitude, nous allons ouvrir la soirée par la leçon, une présentation théorique qui va nous permettre de poser les bases de notre discussion, avant d'évoquer une étude de cas, une mise en pratique qui illustrera notre sujet du jour. Et puis pour clore la soirée, nous donnerons la parole à un témoin venu parler de sa pratique, de sa prise de position. Alors, la soirée est filmée, ça vous l'avez bien compris, mais elle est surtout diffusée en direct sur Internet. Et à ce titre, que vous nous regardiez depuis le site web du CIE de Paris ou bien sur la page Facebook du CIE de Paris, on vous invite vivement à réagir, à poser des questions, à nous faire part aussi de vos pratiques, de vos témoignages par rapport au sujet que nous allons traiter. Contrairement à d'habitude, contrairement aux événements lorsqu'ils se passent au pavillon de l'Arsenal, comme ça a pu être le cas durant les quelques années qui précédaient et aussi durant je crois seulement la première édition de Petites leçons de ville de cette saison. Donc contrairement à ces moments-là, on ne fait pas de temps en fin de soirée pour prendre toutes les questions-réponses d'un coup. On essaye au contraire plutôt de profiter de la discussion qui nous lie pour avoir tout au long de la soirée vos commentaires et vos réactions qu'on fait remonter à nos invités. Voilà, je suis l'intermédiaire et je me charge de transmettre vos questions à nos invités. Un dernier mot, enfin, avant de vous les présenter, nos invités, un dernier mot pour vous rappeler que, comme à chaque fois, vous avez à votre disposition un livret, en l'occurrence virtuel évidemment en ce moment, disponible sur le site web du CIE de Paris et qui vous sert de support pendant notre soirée. Vous allez y retrouver notamment du vocabulaire, tout le vocabulaire spécifique lié à nos discussions. Et puis c'est une ressource aussi ce livret puisqu'il vous permettra de prolonger les petites leçons de ville par des lectures, par des films, par des podcasts ou des expositions liées au sujet qui nous intéresse. On en vient, ça y est, à la présentation de nos intervenants. On entendra tout à l'heure Audrey Pulvar qui va nous rejoindre en tant qu'adjointe à la mairie de Paris, adjointe à la maire de Paris, pardon, en charge de l'alimentation durable, de l'agriculture et des circuits courts. Et nous parlerons avec elle de la volonté affichée par la municipalité de produire local à Paris. Cette discussion se fera à distance, vous l'avez bien compris, Audrey Pulvar n'est pas avec nous, mais ce sera en direct. Donc vous pouvez préparer vos questions maintenant ou pendant son intervention, et là encore, je me chargerai de les lui transmettre. Et puis, en présence avec nous, nous avons ce soir notamment Hortense Aran. Bonsoir. Vous avez cofondé Fleurs d'ici, il y a quelques années, une entreprise de vente en ligne de fleurs locales, une entreprise, je cite, au service de la sauvegarde de l'horticulture française et du soutien au commerce local. Vous allez pouvoir nous expliquer tout ça. Peut-être juste un mot pour bien comprendre votre position, ce qui vous anime, on va dire. Vous êtes, je crois savoir, ancienne journaliste, vous avez travaillé aussi dans la communication, et vous vous retrouvez aujourd'hui à lancer un site de e-commerce dédié aux fleurs, mais pas n'importe lesquelles, encore une fois, les fleurs locales. C'est quoi? C'était une envie, un souhait, une nécessité peut-être? Alors, je m'appelle Hortense, ça vous rappelle, j'avais... Pardon, le micro n'était pas allumé, voilà.
Voilà. Et là, c'est mieux. Oui, Hortense, ça m'a pas échappé que c'est pas anodin. Voilà. J'ai même tapé origine Hortense sur Internet avant de vous recevoir pour me dire oui, c'est bien ça. Hortense, c'est venu du jardin, c'est ça ça vient du latin hortus, qui veut dire jardin, et donc qui est la base pour horticole, hortensia, etc. Et donc effectivement, je crois que j'étais un peu prédestinée pour faire ce que je fais aujourd'hui. L'idée étant effectivement de redonner du sens à la façon dont on consomme. Alors moi, je suis née dans une famille où je pense qu'on a toujours consommé en lien avec la saisonnalité, la nature, donc j'ai jamais mangé de tomates en hiver. Et de la même façon, voilà, j'étais toujours un peu choquée quand je passais devant les devantures des fleuristes, moi qui aime particulièrement les fleurs, de voir que c'était toute l'année les mêmes produits, très standardisés, avec finalement assez peu de variété. Et donc voilà, dans la même dynamique que ce qui avait commencé à émerger, c'est-à-dire les circuits courts alimentaires, on s'est dit avec mon associé que c'était utile de se pencher sur d'autres questions de production vertueuse. Et c'est une initiative encore assez rare. On va pouvoir en parler, mais c'est vrai que, comme vous le disiez à l'instant, le circuit court dans l'alimentation, c'est encore loin d'être une évidence, mais en tout cas, on connaît le sujet. Mais c'est vrai que dans l'horticulture, pour ce qui est de la vente de fleurs, peut-être, je ne sais pas si je parle au nom de tous ceux qui nous regardent et nous écoutent, mais pour ce qui me concerne, je n'avais pas du tout idée de tout cela. Monique Poulot est également avec nous. Bonsoir Monique. Bonsoir. Je vous demande pas de l'origine de votre prénom. On va. Non, j'ai pas de chance. Il n'y a pas un lien avec la géographie, Monique, territoire, non? Non, pas. Bon, tant pis. En tout cas, vous êtes géographe, toujours est-il, et professeur à l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, chercheuse au laboratoire La Vue. Vos travaux de recherche portent principalement sur la géographie rurale et agricole, les espaces périurbains, les espaces ouverts dans la ville étalée. Autrement dit, est-ce que vous me dites si je fais un odieux raccourci, mais vous vous intéressez particulièrement à tous ces bouleversements des 70 dernières années de l'après-guerre, d'une certaine manière? Oui, c'est exactement cela, d'autant que j'ai commencé mes recherches sur l'agriculture et les espaces ruraux à une période où notamment les espaces agricoles autour de la ville étaient promis à être dévorés par la ville. Et j'ai suivi peu à peu ces changements qui sont récents et qui augurent, à mon avis, de nouvelles perspectives entre la ville et l'agriculture. Changements qui sont récents, c'était ma seconde question, mais c'est aussi d'une certaine manière tout l'objet de la présentation que vous nous avez préparée et que, écoutez, si vous le voulez bien, je vous invite à nous en faire la démonstration. Donc, vous avez intitulé votre intervention « Comment la ville s'est éloignée de sa production ». Et le micro, pardon. Voilà. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais essayer de synthétiser cette question qui est une question lourde, avec en plus une profondeur diachronique longue, puisque mon objectif, c'est vraiment de comprendre ce qui s'est passé depuis 150 ans, même si je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, bien sûr, mais c'est véritablement à partir de ce moment-là que on peut lire des tendances qui ont évolué. Je partirai... alors, ça ne marche pas. Non, c'est pas bon. Si, c'est bon. Voilà, c'est ça. Alors, en guise d'introduction, je partirai du titre d'un ouvrage paru en 2016 d'une urbaniste architecte, Carole Steele, Ville affamée. Le titre est intéressant et le livre est intéressant puisque le livre réfléchit véritablement en quoi l'alimentation a changé la ville, en quoi l'alimentation a changé l'agriculture, en quoi l'alimentation a changé nos modes de vie. Le terme affamé rend compte de la situation actuelle des villes qui, de fait, sont d'un certain point de vue en recherche de nourriture, et surtout de nourriture proche, mais elle nous rappelle également que les villes ont été affamées à d'autres périodes et qu'elles ont orchestré les changements de relations avec l'agriculture. Je pense que ce double changement est intéressant. Comment est-ce que ces villes ont été affamées à toutes les périodes, puisqu'au final c'est quand même bien un des éléments, et comment elles sont les moteurs des changements actuels. Donc mon propos est d'interroger véritablement la relation ville et alimentation, mais au-delà la relation ville et agriculture, en faisant le constat de base que la ville s'est peu à peu éloignée de son agriculture proche,
dans un contexte de mondialisation. J'entends le terme mondialisation au sens large, c'est-à-dire les marchés des aliments, mais aussi au sens de consommation qui sont très normées ou qui sont généralisées sur toute la planète, avec le désir de consommer tout à n'importe quel moment. Et on a là véritablement ce que l'on peut appeler la mondialisation en action. Je me centrerai bien sûr sur l'Île-de-France. Je pense que c'était un peu l'objectif de la séance, en rappelant quelques éléments sur cette Île-de-France. Je dis Île-de-France et non pas Paris, puisqu'il est clair que, certes, Paris est au cœur de l'Île-de-France, mais tout cet espace est marqué par la présence parisienne. C'est même considéré dans le sens statistique comme l'aire urbaine de Paris. Donc, de fait, on se doit de considérer l'Île-de-France pour bien comprendre les évolutions. En élément de cadrage, juste un rappel, 12 millions d'habitants, le plus gros bassin alimentaire de la France. Et puis, quand on voit cette carte très simple, elle nous montre assez clairement, malgré tout, que cette Île-de-France, encore aujourd'hui, compte, en dépit d'une urbanisation importante, 48% de sa superficie agricole. On voit bien que l'agriculture qui est en jaune sur la carte est plutôt sur les marges de l'Île-de-France, mais on distingue malgré tout à l'intérieur de la tache rouge quelques éléments plus jaunes qui montrent que certains territoires agricoles sont encore enclavés. Cette carte est intéressante parce qu'elle nous montre clairement qu'il y a une agriculture aux portes de la ville et que, sans aucun doute, une reconnexion peut se faire sans difficulté majeure. Les agricultures franciliennes, et j'ai choisi de les illustrer par trois références, 3 textes prises à 3 dates différentes, les années 50, les années 70, les années 2000. Et ces 3 textes, je ne vais pas les lire parce qu'on n'a pas le temps, vous les retrouverez, mais j'ai simplement noté en rouge ce qui était important. Et ces 3 textes, malgré leurs périodes différentes, insistent sur 3 aspects que je crois que l'on peut retenir et qui me semblent importants. Le premier aspect, c'est féconde, efficace, prospère, puissance. On est là dans un vocabulaire qui désigne bien l'efficacité de cette agriculture francilienne. Une efficacité, quand on la met en regard des autres agricultures françaises, elle a des résultats qui sont parmi les meilleurs. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier, et c'est un des éléments importants. Deuxième élément, et cela, ça va beaucoup nous intéresser, c'est que cette agriculture, elle est double spécialisation, puisqu'il y avait, ou il y a, à la fois du maraîchage, des vergers, des troupeaux plantureux, la formule est très belle, surtout dans les vallées, et puis, sur les plateaux, des céréales, de la grande culture, comme on le dit. Et c'est vrai que ces 2 spécialisations doivent être prises en compte quand on parle de ces agricultures. À la limite, ces 2 peuvent jouer le rôle d'agriculture de proximité. Et je pense qu'on l'oublie trop souvent en se focalisant peut-être trop sur les légumes actuellement, même si les légumes sont quelque chose d'essentiel dans notre alimentation. Donc c'est vrai que je voulais partir de cet élément pour bien camper en quelque sorte le décor, pour montrer que l'on a une Île-de-France qui offre une agriculture, alors avec des reliquats, puisque bien sûr c'est un reliquat, et comprendre comment au final les évolutions se sont mises en place. Donc j'aurai 3 temps pour comprendre ces évolutions assez vite, bien sûr. J'essaierai de voir, je verrai comment, dans un premier temps, les dates ne sont pas des dates strictes. Comment, grosso modo, de 1850 à 1950, peut-être même un petit peu avant, les villes et les campagnes sont encore en relation. Et cela peut être synthétisé par l'idée qu'il y avait des ceintures maraîchères et une économie circulaire entre ces villes et ces campagnes. On rentre ensuite dans ce qu'on pourrait appeler le temps des ruptures, et j'aimerais montrer qu'elles sont tout autant urbaines qu'agricoles et alimentaires, et enfin se poser la question d'aujourd'hui. Donc pour évoquer la situation ancienne,
À partir de 1850, la date n'est pas un hasard. 1850, c'est la révolution industrielle, c'est l'urbanisation massive de la France, même si la France ne deviendra urbaine qu'entre les deux guerres. Mais c'est véritablement le moment où, en plus, Paris commence à gagner des habitants et à devenir une capitale importante. J'ai choisi d'illustrer cela par des cartes d'un ouvrage des années 50, ouvrage sur la vie rurale de la banlieue parisienne, comme il s'appelle, et qui donne à voir ce qu'était cette Île-de-France ou cette région parisienne, puisqu'à l'époque on parlait plutôt de région parisienne, dans son rapport ville-agriculture. Donc ici on a une première carte. On ne fait plus ce genre de carte, mais je trouve qu'elle est intéressante. Vous constatez qu'on a figuré les légumes, les fruits, les vignes par des petits signes. Et on voit donc la tâche urbaine qui n'est pas encore sortie totalement de ses remparts. On n'a pas tout à fait l'allure de Paris comme on le connaît. Et on a donc tout autour des cultures maraîchères, des cultures fruitières, avec cette idée très forte qu'il faut avoir en tête. Le terme de maraîcher vient de marais. Les marais, d'ailleurs, où nous sommes aujourd'hui, le marais qui a donné naissance donc aux maraîchers, sachant que ces maraîchers ont été appelés très tôt à se déplacer, d'abord hors du marais, puis très vite en banlieue, et puis aujourd'hui beaucoup plus loin qu'en banlieue. Donc c'est vrai qu'on a ce lien qui est consubstantiel, si je puis dire, dès le départ. Ce qui est intéressant, c'est que ces agriculteurs maraîchers, mais on peut les élargir aux horticulteurs, aux arboriculteurs, sont ce que l'on appelle des agricultures spécialisées, liées à la ville, et protégées d'ailleurs pendant très longtemps par des règles corporatistes, comme les grandes corporations qui existaient dans la ville. Ce sont donc des spécialistes, agriculteurs et commerçants, et c'est en ce sens qu'ils sont liés à la ville. Bon, ils offrent une très grande variété, je l'ai dit. La vigne, je la signale, puisque tout de même, l'Île-de-France était la première région viticole de France à la fin du 19e, avant le phylloxéra. Par contre, on voit bien qu'il y a autre chose. Tout ce qui est en blanc sur la carte, ce sont des cultures céréalières et ce sont de l'élevage, profondément mêlés sur de mêmes exploitations, puisque l'élevage était nécessaire. Il fallait des fumures pour cultiver. Donc on voit bien qu'à ce moment-là, on est dans une situation de relation et très clairement, les marchés ont lieu et on s'alimente sur place. Si on avance un tout petit peu dans le temps, carte du même auteur, on est à la fin du 19e, on voit déjà que Paris a grossi et que l'urbanisation gagne les vallées, notamment la vallée de la Seine. On la repère sur les boucles de la Seine. Et on voit combien la ceinture, ou du moins les zones maraîchères se sont étendues, en lien avec la demande, bien sûr, puisque la ville ne cesse de croître. Et on voit très nettement cette opposition entre cette agriculture de vallée, agriculture maraîchère, agriculture fruitière, avec notamment les versants orientés au sud, qui sont colonisés par des arbres, puisque oui, il faut quand même des températures un peu plus élevées, et on est à des latitudes assez au nord, et donc toutes les cultures n'étaient pas possibles. Donc on voit bien comment ce maraîchage se met en place, et comment il est encore très important à cette époque. C'est véritablement son apogée. On compte 48 000 hectares, 50 000 hectares de vergers, de maraîchage, sans doute une dizaine de milliers d'hectares de vergers. Et puis, c'est bien sûr la période où les marchés de plein vent sont les plus importants à Paris et en banlieue, et bien sûr les halles. Je vous renvoie aux pages du Ventre de Paris de Zola, qui est tout à fait intéressant. Donc, on a cette image d'une ville qui vit en osmose, pourrait-on dire, avec sa campagne. Et cela a été formalisé scientifiquement par ce que l'on a appelé des ceintures maraîchères. Alors, le dessin est un petit peu scientifique, peut-être un peu complexe, mais je voulais justement seulement l'évoquer. C'est que toutes les villes du monde connaissent cette évolution ou sont
dans ce cadre-là à cette époque. Et c'est donc été formalisé par un modèle que l'on a appelé le modèle de von Thunen. Von Thunen est un hobro prussien, agriculteur, qui réfléchit à comment il va cultiver en lien avec la ville la plus proche. Et donc très logiquement, pour des raisons de conservation, pour des raisons financières, il se rend compte que le plus rentable à côté de la ville, c'est les légumes et les fruits. Si on s'éloigne, c'est l'élevage laitier, puisqu'à l'époque, on ne savait pas conserver le lait. Et puis, plus on s'éloigne encore, c'est les grains et les céréales. Donc, c'est cette image des ceintures maraîchères qui, ici, est bien sûr excessivement régulière. Bon, vous avez pu voir qu'on ne peut pas parler d'une ceinture maraîchère de ce type en Île-de-France, tout simplement parce qu'il y a les vallées, parce que l'on est dans un dispositif relief qui n'a rien à voir. Il faudrait une plaine bien plate, en quelque sorte, pour que l'on ait le dispositif de von Thunen. Ces ceintures maraîchères ont donné lieu à des savoir-faire, et j'ai souhaité évoquer le cas de Montreuil, qui s'est longtemps appelé Montreuil-aux-Pêches, puisque c'était véritablement une des zones de culture de la pêche, avec donc un savoir-faire extraordinaire. On est très au nord, et le pêcher est quand même un arbre fragile. Et pour cultiver ce pêcher, on avait donc construit ces murs. Vous les voyez sur une carte postale de la fin du 19e. On les voit également en couleur, c'est une photo récente, avec des savoir-faire extraordinaires, puisqu'il s'agissait de badigeonner les murs en blanc pour leur permettre d'accumuler la chaleur et la rendre la nuit. On faisait des petits auvents au sommet du mur pour protéger les arbres de la grêle notamment, et on attachait les arbres au mur avec un système d'espalier, comme vous le voyez sur la diapositive. Donc on voit ces savoir-faire arboricoles, mais maraîchers, qui se sont créés, qui se sont d'ailleurs diffusés dans d'autres régions. Ceinture maraîchère qui vit en osmose avec la ville, puisque c'est l'époque d'une économie circulaire, avec le fait que les engrais et les fertilisations sont urbaines. J'ai reproduit ici un précis d'horticulture de la fin du 19e, où l'on parle notamment de l'urine, qui était en effet un des engrais les plus importants. Et puis j'ai reproduit la plaine de Gennevilliers, où l'on avait un système en effet d'épandage très important avec les engrais urbains. Le cas d'Acher sera le plus important en Île-de-France, mais la photo de Gennevilliers me paraissait intéressante. On rentre malgré tout assez rapidement dans cette période de rupture que j'aurais du mal à dater. Sans aucun doute, on a déjà des signes dans les années 20, mais surtout, on va avoir des signes à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on a là une carte, toujours du même auteur, qui nous présente ces cultures au milieu du XXe siècle. Donc, on est en 1950. Le rouge évoque la ville, et on voit combien la ville est sortie de ses murs, et cette fois-ci, combien la banlieue a fortement progressé. Et on voit bien sûr combien ces cultures maraîchères, notamment, ont connu des difficultés, puisque c'est là, bien sûr, que la banlieue s'est étendue en premier. C'est là où les voies de communication sont. Donc, il y a eu un contact agriculture-urbanisation très fort, si bien que la ceinture maraîchère est très vite en recul. 1955, 26 000 hectares de maraîchage. On est à 7 200 hectares en 88. On est à moins de 5 000 en 2000. On n'a pas les statistiques. Le recensement de l'agriculture est en cours. On l'aura pour 2020. Et plus encore, à partir de 1970, l'étalement urbain prend la forme de ce que l'on a appelé la périurbanisation, et on va avoir une conquête des plateaux. Donc il ne s'agit plus seulement d'une urbanisation dans les vallées, mais une urbanisation dans les plateaux, sur les plateaux, qui va donc attaquer également la grande culture et la culture céréalière, avec des domaines entiers qui vont être lotis, notamment dans le cadre des zones à urbaniser en priorité. On le voit donc, rupture urbaine. Ce que je signalerais dans cette rupture urbaine, ou ce que je retiendrai, c'est que c'est la forme urbaine qui change. C'est-à-dire que jusqu'alors, on avait une ville plutôt dense, compacte, et à partir de cette période, la forme urbaine change, et de fait, la ville va s'insinuer dans les zones agricoles, et il est évident que la rente urbaine n'ayant rien à voir avec la rente agricole, l'agriculture est promise
à la disparition très rapidement. Parallèlement, dans cette rupture urbaine, il faut lire aussi les revendications hygiénistes pour faire une ville propre, et c'est quand même quelque chose de très fort. On peut citer bien sûr le déménagement des Halles avec Rungis, et puis par exemple la remise en cause de l'utilisation des engrais urbains. On sait d'ailleurs aujourd'hui les controverses qu'il y a encore autour de l'urine et qui touchent aussi à des aspects hygiénistes très forts de notre société. Juste une toute petite carte qui montre cette régression des superficies en légumes. Première carte 70, deuxième carte 88, troisième carte 2010. Sur la carte de 2010, on cherche les légumes. C'est quelques petits points verts, mais véritablement, on voit combien les légumes ont été emportés, et notamment la vallée de la Seine, qui était incroyablement dense en culture légumière, connaît une quasi-disparition aujourd'hui, et on voit bien que il n'y a plus ce lien, comme je l'évoquais auparavant. Rupture agricole, c'est la manière dont l'agriculture évolue. L'agriculture évolue à partir des années 50 et plus encore avec la politique agricole commune dans une logique de mondialisation, de conquête des marchés. Et on va avoir un océan de céréales, puisque au final la céréale est la culture qui peut devenir ce qu'on appelle une commodité, être vendue sur des grands marchés boursiers. Et on voit bien combien cette céréale va l'emporter dans toute l'Île-de-France et au-delà, puisque Picardie ou Centre sont également touchés. Alors on voit sur cette carte, on a l'impression d'un reliquat de ceinture maraîchère, avec notamment ce qui est en violet, les légumes, l'horticulture, les fruits. Mais il suffit qu'il n'y ait qu'une seule exploitation pour que la carte soit, pour que la commune soit colorée en orange, en violet. Donc il faut faire attention au modèle qu'on utilise, mais il n'empêche que l'on voit encore ce reliquat par le biais de cette carte. Rupture également avec notamment la fin de l'élevage. Et là encore, j'ai souhaité mettre cette carte parce que lorsque l'on voit, par exemple, en 1970, l'importance de l'élevage bovin, le 4-2000, on voit très nettement que l'élevage bovin a totalement disparu, ou quasiment disparu. Il n'en reste plus qu'en ce qu'on appelle la brie laitière aujourd'hui. Et puis, parallèlement, on retrouve l'hygiénisme, puisque, si je regarde la couverture de laiterie, il n'y a plus que quelques laiteries. La plupart des laiteries ont disparu, et c'est vrai que la laiterie a longtemps été considérée comme une activité qui n'est pas concevable ou compatible avec l'urbanisation dense, parce qu'il y a une pollution, parce qu'il y a des senteurs ou des odeurs qui ne sont pas considérées comme très agréables. Dernier élément de rupture, des ruptures alimentaires. J'ai pris ces documents dans le Crédoc. Ce que je retiendrai seulement, c'est qu'au niveau parisien, au niveau des villes, c'est l'importance de la consommation hors domicile qui va peu à peu monter. On est aujourd'hui à 50% de nos repas pris hors domicile. Alors évidemment pas pendant le confinement, mais cela entraîne un changement fondamental de notre alimentation, et cela entraîne la montée des aliments transformés 3, 4, 5 fois avant d'arriver dans nos assiettes. Alors qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Parce que c'est ce qui nous intéresse. Comment est-ce que, au terme de cette rupture qui est apparue quasi totale, puisque on a très peu de chiffres pour savoir quelle est la consommation de ce que l'on consomme qui est produit sur place. On avance des chiffres, mais au final, l'essentiel des productions, par exemple céréalières, part sur Rouen, puis ensuite ça revient. Donc on a bien du mal à savoir ce qu'on consomme réellement de ce qui est produit sur place. Quant aux 3 ou 4 000 hectares de maraîchage, il est clair que cela ne peut pas nourrir les 12 millions de franciliens. Donc aujourd'hui, on sent, comme je l'évoquais tout à l'heure, alors je le daterai en effet un début aux alentours des années 2008-2010, mais c'est vraiment à partir de 2010 que l'on change de régime. Sans aucun doute, le paradigme du développement durable, qui est affirmé à partir de 92 dans le rapport Brundtland, par exemple, change la donne, mais il va falloir quand même pas loin de 18 ans avant que l'on entérine en quelque sorte ce changement de paradigme. Ce changement de paradigme se lie peut-être
deux manières, hein, c'est les deux que j'ai retenues, en sachant que il y a aujourd'hui une multiplication d'initiatives qui rendent sans aucun doute les choses plus difficiles à voir, mais qui montrent bien qu'il y a des nouvelles orientations qui se dessinent. Première tendance, c'est bien sûr ce que j'appellerais repenser l'urbanisation, repenser la forme de la ville. Certes, le périurbain existe, il ne va pas disparaître, mais au final, on envisage de plus en plus, et le gouvernement s'y est engagé, à aller vers des lois de zéro artificialisation des sols. Ça ne veut pas dire qu'on ne se construira plus, mais si on construit, on devra compenser ailleurs. Hein. C'est avant tout ça, le zéro artificialisation. Mais cela montre malgré tout un intérêt nouveau pour ces espaces agricoles. Il s'agirait plus de densifier dans les dents creuses que d'aller construire là où il n'y a rien. Et on voit que les instruments de planification, comme on les appelle, prennent acte de ces changements. J'ai reproduit ici une carte du schéma d'aménagement d'Île-de-France de 2013, schéma qui est toujours en cours de la région. Et c'est une des cartes qui est beaucoup moins connue. On a l'habitude de voir la carte des gares qui vont se créer. Ici, c'est la carte qui pense les espaces agricoles et les continuités agricoles. Et au final, vous le voyez, cette carte reconstruit, recrée une ceinture maraîchère. Elle ne l'appelle pas maraîchère, mais une ceinture aliment. Le terme est aussi assez beau. Et surtout, on envisage, avec ces grandes flèches que vous pouvez voir qui partent de la périphérie vers le centre, ce que l'on appelle des pénétrantes agricoles, qui matérialisent véritablement cette idée d'une relocalisation et d'une entrée de l'agriculture et des produits agricoles dans la ville à partir des plateaux. Donc c'est à la fois la ceinture maraîchère, mais aussi les plateaux céréaliers qui, en se diversifiant et en cultivant différemment, pourraient arriver à nourrir la ville. Dans ces documents de planification, on constate également la montée, ça peut paraître plus anecdotique, mais c'est essentiel, et je pense que c'est un outil essentiel, un outil de régulation foncière, avec le retour de préemption des terres, mais on ne préempte plus les terres pour construire, comme on le faisait à l'époque des villes nouvelles. On préempte les terres pour qu'elles ne partent pas à l'urbanisation et pour y installer des agriculteurs. Là encore, la région a une agence, l'agence des espaces verts, qui est chargée de ces interventions foncières. Et vous avez tous ces petits points rouges qui désignent les lieux d'intervention. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à ces interventions publiques s'ajoutent des interventions citoyennes, ce qu'on appelle aujourd'hui les foncières agricoles, qui interviennent pour acheter des terres et pour les mettre à disposition d'agriculteurs. J'ai représenté une petite image du plateau de Saclay en bas. En bleu et violet, c'était la préemption publique, et en vert, la préemption citoyenne, qui montre donc que l'on tente de lutter contre la rente foncière, puisque c'est la rente urbaine, puisque c'est quand même un des moyens essentiels. Et puis, l'objectif, c'est bien sûr de recréer une agriculture de proximité. Alors, cette recréation de l'agriculture de proximité, les initiatives sont multiples. J'ai choisi simplement de l'illustrer par les collectifs citoyens et agricoles autour des AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Vous avez ici la carte du nombre des AMAP en Île-de-France. Le schéma montre les AMAP par département. Pardon, juste peut-être rappeler ce que sont les AMAP. Vous avez donné l'acronyme, mais le cycle, pardon, mais une AMAP concrètement pour nous autres consommateurs. Oui. Alors, une AMAP, c'est une réunion de consommateurs, un groupe de consommateurs qui se réunit, qui va chercher un agriculteur de proximité, la plupart du temps bio, et cet agriculteur va s'engager à livrer chaque semaine aux consommateurs. Les consommateurs vont avoir un contrat avec cet agriculteur en rémunérant cet agriculteur à un juste prix qui est calculé entre eux, et surtout
en rémunérant à l'avance l'agriculteur, puisque en règle générale, le contrat est de 6 mois et les paiements se font au mois ou même parfois au tout début de la période des 6 mois. Donc on est véritablement sur une recherche de gagnant-gagnant, hein. L'agriculteur étant assuré de trouver des acheteurs à bon prix et les consommateurs étant assurés d'avoir de la nourriture de qualité chaque jour. Chaque semaine, excusez-moi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on compte à peu près 400 AMAP en Île-de-France. La première a été créée en 2003. Et on constate aujourd'hui un mouvement assez original de ce qu'on appelle des installations en AMAP. C'est-à-dire que certains agriculteurs s'installent spécifiquement pour livrer des AMAP. J'ai juste mis ici le témoignage d'un nouvel installé, je n'y reviendrai pas. Ce nouvel installé a d'ailleurs une trajectoire qui peut ressembler à celle d'Hortense, puisque dans ce cas présent, c'était quelqu'un qui venait de l'informatique et qui a choisi de s'installer sur 4 hectares de terre pour faire de l'élevage et des légumes, et qui a 6 AMAP, comme il le dit, et il envisage d'en abandonner une parce que les consommateurs sont devenus des consommateurs qui ne veulent que consommer, mais non pas, en quelque sorte, échanger avec lui sur l'agriculture. Donc c'est vrai que ce sont de multiples initiatives comme cela, on pourrait en citer d'autres, ce sont les magasins collectifs qui se créent où les agriculteurs vont réunir leur production et ainsi pouvoir offrir aux consommateurs des aliments. Et puis, oui, voilà, donc j'avais ici juste donné cette image assez étonnante, assez forte, il me semble, donc d'une petite AMAP qui s'est installée au cœur d'une grande ferme céréalière. Et on voit comment, en Essonne, on peut avoir ce type de paysage avec véritablement 2 paysages différents, hein, bien sûr. Hein, et cela matérialise bien l'idée qu'on est devant une autre agriculture, forcément. Et puis, dernière chose, c'était que l'on voit apparaître en Île-de-France ce que l'on appelle aujourd'hui des territoires agri-urbains. Le terme est assez intéressant, agri-urbain, c'est pas péri-urbain, c'est agri-urbain, c'est véritablement ce lien entre agriculture et ville. Et ce sont des territoires qui placent, on pourrait dire, l'agriculture au cœur de leur projet, l'agriculture étant un bien commun. Ces agriculteurs, enfin les agriculteurs, les habitants, les associations, les consommateurs, les élus s'engagent pour soutenir l'agriculture et on va avoir dans ces territoires à la fois de la préemption de terre, comme je l'évoquais tout à l'heure, des contractualisations en AMAP, des contractualisations autour de la restauration collective, etc. etc. Donc vous voyez ici un petit peu cette couronne de territoire agri-urbain qui se met en place lentement, hein, malgré tout, il faut quand même bien le constater, mais cela matérialise aussi d'une autre manière cette fameuse ceinture aliment que la région souhaite mettre en place. C'est ici le site d'un de ces territoires agri-urbains, la plaine de Versailles. Et quand on arrive sur le début de leur site, on voit que l'on est devant une coordination d'acteurs autour de l'agriculture, les habitants, les communes, les agriculteurs, les associations, qui tentent de mettre en place une gouvernance partagée. Donc véritablement, il me semble que l'on est à un moment où la ville est en train de se reconnecter à l'agriculture francilienne, à son agriculture proche. La reconnexion est sans doute beaucoup plus évidente avec le maraîchage, l'horticulture, l'arboriculture, en sachant qu'on est arrivé tellement bas que pratiquement tout est à recréer. Hein. Par contre, la reconnexion est sans doute moins évidente avec la grande culture, les céréaliers, sachant que les céréaliers sont en train de se rendre compte qu'avec le changement climatique, leurs revenus diminuent, leur productivité diminue, et on voit apparaître également au sein de cette grande agriculture, comme on l'appelle, des diversifications qui se mettent en place avec notamment des paysages. Là, c'était une AMAP, mais on pourrait le trouver dans une ferme céréalière classique. Donc en guise de conclusion, j'ai choisi
ces images de Nanterre, donc la commune où j'enseigne, qui montrent bien cette agriculture d'hier à aujourd'hui, avec des cartes postales pour les 2 premières. Nanterre était en effet une grande commune d'élevage. Et puis la situation actuelle avec les jardins, et puis le retour de ces troupeaux transhumants, comme on les appelle, avec un troupeau d'ailleurs sur le campus de Nanterre, même si ici il ne s'agit pas du campus, mais qui montre bien ce retour de l'agriculture dans la ville avec cette volonté nouvelle de reconnexion. Pardon, voilà, mon micro est allumé. Merci beaucoup, Monique Poulot. Fascinant témoignage et on va pouvoir, voilà, qui pose les bases, en tout cas de notre discussion, mais on va pouvoir reprendre un petit peu tout ça aussi dans le cadre notamment des 2 prochaines interventions.